Iron Man, en 2008, n'est pas seulement le premier boulon du grand mécano Marvel. C'est aussi un film qui arrive à un moment étrange du cinéma américain. Après le traumatisme post-11 septembre, après les guerres d'Irak et d'Afghanistan, après la noirceur presque opératique du Batman Begins de Nolan, mais avant que le blockbuster super-héroïque ne devienne une annexe climatisée du tableur Excel. Le film de Jon Favreau naît dans cette brèche. Il a encore l'énergie artisanale du prototype, l'odeur du métal chaud, la liberté des premiers essais. On y voit littéralement un univers se construire dans une grotte avec un marteau, une enclume, deux batteries et une arrogance de milliardaire. Le génie du film tient d'abord à son casting et surtout à Robert Downey Jr. Son Tony Stark n'est pas un héros au sens classique. C'est un narcissique blessé, un vendeur d'armes avec le charme d'un animateur de soirée privée et la fatigue morale d'un enfant qui aurait hérité trop tôt de la machine de guerre paternelle. Downey Jr. ne joue pas seulement Tony Stark, il fait entrer son propre mythe public dans le rôle. Chute, addiction, rédemption, insolence, résurrection. Le film devient alors une méta-revanche hollywoodienne. Tony Stark construit une armure pour survivre. Robert Downey Jr. se construit un retour par le même mouvement. Le corps de l'acteur et le corps du personnage fusionnent dans une mécanique de renaissance. Ce n'est plus seulement du cinéma de super-héros, c'est presque du Star Studies en titane brossé. Jon Favreau, souvent sous-estimé parce qu'il filme sans hystérie apparente, comprend que le vrai spectacle n'est pas forcément dans la baston finale, mais dans la fabrication. Iron Man est moins un film d'action qu'un film d'atelier. Sa grande scène fondatrice n'est pas un combat, c'est un montage d'ingénierie. Tony soude, calcule, teste, tombe, recommence. On pense bien sûr au mythe de l'inventeur américain, à Edison, à Howard Hughes, à la Silicon Valley, avant qu'elle ne devienne un PowerPoint permanent, mais aussi au cinéma burlesque. Keaton et Chaplin ne sont jamais loin quand un homme s'obstine à dompter une machine qui semble toujours vouloir lui répondre par une gifle mécanique. La première armure, massive, brute, presque médiévale, a quelque chose d'un chevalier de fer sorti d'un cauchemar industriel. Tony Stark ne naît pas dans une morsure d'araignée ou un bain de radiation, il naît dans la forge. Le film a aussi cette intelligence rare. Il fait du super-héros une question morale avant d'en faire une question musculaire. Tony Stark découvre que ses armes, vendues sous le vernis patriotique de la défense nationale, nourrissent exactement le chaos qu'elles prétendent combattre. C'est là que Iron Man flirte avec un cinéma politique plus sombre, celui du complexe militaro-industriel, du Dr Strangelove à Robocop, mais en version pop, brillante, buvable avec glaçons. Le film n'est pas radical, bien sûr, il critique la guerre tout en jouissant du spectacle militarisé. Il dénonce les armes en transformant son héros en arme ultime. Contradiction, oui, mais contradiction féconde, car Tony Stark est précisément cela, un homme qui veut réparer le monde avec les outils qui l'ont abîmé. La mise en scène de Favreau reste classique, parfois presque trop sage, mais, mais cette sagesse, justement, lui donne aujourd'hui un charme particulier. À l'heure où tant de blockbusters ressemblent à des cinématiques de jeux vidéo sous amphétamine, Iron Man conserve une lisibilité, une respiration, une croissance dans les corps et les objets. La combinaison a du poids, les essais dans le garage ont une physicalité, les dialogues, souvent improvisés ou du moins très vivants, donnent au film une texture de comédie américaine. On sent parfois l'esprit de la screwball comedy. Tony et Pepper Potts, c'est un couple Howard Hawks passé par la domotique de luxe. Elle est l'ordre, la précision, la maîtrise administrative. Il est le chaos, la dépense, le champagne mental. Gwyneth Paltrow apporte au film un contrepoint essentiel. Sans Pepper, Tony serait une fusée sans trajectoire, une flamboyance de salon avec réacteur dorsal. Jeff Bridges, lui, joue Obadiah Stane comme un capitaliste zen devenu ogre. Crâne rasé, sourire paternel, voix de velours et trahison en costume clair. Il est moins un grand méchant qu'un conseil d'administration, ayant pris forme humaine. Sa présence rappelle que le danger n'est pas seulement à l'extérieur, dans les montagnes afghanes ou les conflits lointains, mais dans la salle de réunion, dans le mentorat toxique, dans cette Amérique qui vend la guerre en parlant de stabilité. Le film a presque l'élégance d'un polar d'entreprise. Le vrai monstre est celui qui comprend les marges bénéficiaires. On peut évidemment reprocher à Rodman sa dernière partie plus convenue. Dès que Stan enfile son armure géante, le film redevient plus banalement super-héroïque. Deux jouets Hasbro se cognent dans la nuit avec la philosophie délicate d'un chariot élévateur en colère. La confrontation finale manque de la grâce ironique des scènes de laboratoire. C'est le paradoxe du film. Il est plus passionnant quand Tony Stark apprend à voler que lorsqu'il doit gagner. L'envol est magnifique parce qu'il est une conquête intime. Le combat final est efficace mais moins habité. Le film est amoureux du prototype, pas du produit fini.
Ce qui frappe aujourd'hui avec le recul, c'est à quel point Iron Man paraît presque modeste. Ce mot semble absurde pour un film de milliardaires volants, de missiles intelligents et de villas californiennes, mais il a là une modestie narrative. Un homme, une faute, une armure, une correction partielle. Le film ne cherche pas encore à organiser toute la mythologie mondiale autour de lui. Même la fameuse scène post-générique avec Nick Fury a encore le parfum d'un clin d'œil clandestin, pas celui d'une convocation à 15 films de rattrapage. Le Marvel Cinematic Universe n'est pas encore une cathédrale industrielle, c'est une porte entr'ouverte au fond d'un garage. Dans l'histoire du cinéma de super-héros, Iron Man occupe donc une place passionnante, moins mythologique que le Superman de Richard Donner, moins gothique que les Batman de Burton, moins tragique que le Spider-Man 2 de Raimi, moins métaphysique que The Dark Knight. Il invente autre chose, le super-héros comme entrepreneur de lui-même. Tony Stark n'est pas seulement un justicier, il est une marque. Son identité secrète ne l'intéresse pas parce que l'anonymat est incompatible avec son logiciel intime. Là où Bruce Wayne porte un masque pour disparaître, Tony Stark porte une armure pour apparaître enfin dans sa forme la plus honnête, spectaculaire, brillante, dangereuse, séduisante, irresponsable, puis vaguement amendée. Et c'est peut-être là que le film reste beau malgré tout ce qu'il annonce de standardisation future. Iron Man parle d'un homme qui se croit invincible parce qu'il possède tout, puis découvre qu'il est mortel parce qu'un éclat de métal est logé près de son cœur. Toute la machine Marvel naît de cette image simple, un cœur menacé, éclairé par un rédacteur. Le blockbuster devient alors un conte de cardiologie morale. Tony Stark n'a pas besoin de devenir plus puissant, il doit apprendre à avoir un centre. La dernière réplique, I am Iron Man, est l'une des grandes trouvailles du film. Elle refuse le secret, donc elle refuse aussi une part de la tradition super-héroïque. Pas de double vie noble, pas de mensonge sacrificiel, pas de masque comme fardeau. Tony Stark transforme l'aveu en punchline. La confession en lancement de produit, la vérité en feu d'artifice narcissique. C'est brillant, drôle, inquiétant, parfaitement lui. Et derrière cette phrase, on entend déjà le bruit d'une porte qui s'ouvre sur 15 ans de cinéma industriel. Iron Man n'est pas un chef-d'œuvre pur, c'est mieux peut-être. Un film charnière, un accident heureux, une armure encore pleine de traces de doigts. Un blockbuster qui croit encore aux acteurs, au rythme, à la fabrication, au charme du bricolage. Une machine qui n'a pas encore compris qu'elle allait devenir une usine. Et c'est précisément pour cela qu'on y revient avec plaisir. Parce qu'avant l'Empire, il y avait un homme dans un garage qui apprenait à voler en se cognant au plafond.